On est ravis de vous accueillir pour ce souper, cette pièce de Jean-Claude Briseville, avec Daniel Mesguich et William Mesguich, son fils. Juste ce petit mot pour évidemment vous rappeler de bien éteindre complètement vos téléphones portables et de ne pas les consulter. Et d'autre part, pour vous dire que, comme à l'accoutumée, comme souvent en tout cas, il y aura un débat ensuite à l'issue de la représentation avec Daniel Mesguich et William Mesguich. Vous pourrez profiter de ces deux belles voix et de cette belle langue française. Profitez-en bien, belle soirée. C'est un spectacle qui dure environ 1h10. Merci. Voilà Daniel et William Mesguich. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent quand on dit ce texte aussi jubilatoire, aussi fin, aussi précis, aussi extraordinaire, quoi. Daniel, William. Mais c'est un plaisir parce que c'est une langue qui est, comme vous l'avez dit, comme tu l'as dit, Pierre-Olivier, qui est une langue très très belle, qui est une langue un peu châtiée, un petit peu à la manière de un autre temps, une autre époque, avec un travail sur les sonorités, sur le rythme, sur la concordance des temps. Donc c'est un bonheur toujours que de devoir dire de belles phrases, de beaux mots, j'allais dire, avec un travail aussi un peu métaphorique, un peu allégorique. Sur la prosodie, il y a quelque chose à mettre en œuvre du côté du rythme, de l'élan, des syntagmes qui s'enchaînent les uns aux autres. Et forcément, quand on est acteur, quand on est comédien, on aime dire ce genre de texte. Effectivement, c'est un vrai plaisir parce que la langue est très singulière. Elle est magnifique. Daniel ? Oui, pareil. Je n'ai pas grand-chose à ajouter, si ce n'est que aujourd'hui, comme la plupart du temps, les acteurs ne savent plus parler français. Ça commence bien. Pas que les acteurs, mais aussi les acteurs, malheureusement. Et paradoxalement, alors que ça semble tourner vers le passé, c'est une langue qui est la langue qui se parlait, j'imagine, au XVIIIe siècle ou au début du XIXe, eh bien, paradoxalement, la modernité passerait par là. Le premier combat à mener aujourd'hui, si on ne veut pas tous mourir idiots, c'est d'essayer de ciseler notre propre langue, notre langue maternelle. Et au lieu de faire des borborigmes ou des choses plates avec des fautes de français toutes les 5 minutes, eh bien, c'est ce qui fait qu'on se structure. Et donc, paradoxalement, alors que ça a l'air d'être tourné vers le passé, je veux imaginer que c'est tourné vers l'avenir. Eh bien, voilà je crois qu'on peut applaudir, oui. C'est une excellente transition parce qu'au collège Jean Moulin, on parle très, très, très bien le français. Et les professeurs, oui, absolument. Et moi, j'y étais encore il y a 2 jours pour parler de votre spectacle. Et je voudrais entendre une première question, certainement en très bon français, des collégiens ou des professeurs. Alors, c'est parti. 30 secondes. Ah, pardon. C'est bon. Bonsoir, mademoiselle. Bonsoir. Est-ce que jouer avec son père ou avec son fils, ça change la manière dont vous jouez comme d'habitude, avec d'autres personnes ou dans d'autres pièces de théâtre? C'est très bien, merci. Bon, si jamais il joue mal, je le mets au coin, je le punis. Non, je sais pas, je réponds d'abord. Je crois que ça ne change pas grand-chose. On joue avec un partenaire, avec un acteur. Et alors, évidemment, dans les coulisses, il y a une complicité qui est sans doute plus grande que celle que je pourrais, quant à moi, avoir avec d'autres acteurs. Mais ça, c'est dans les coulisses. Mais pendant qu'on joue, il y a une bienveillance, il y a une tendresse, un amour, bien sûr, qui est le fond des choses. Mais tandis qu'on joue, je crois qu'on l'oublie assez vite, même tout de suite, et que j'ai l'impression de faire du théâtre avec un acteur en face de moi, et non pas mon fils. Je n'y pense pas beaucoup, en tout cas. William ? Tout comme mon papa. Non, très, très... Oui, effectivement, il y a une tendresse, il y a une complicité qui nous lie. On a joué un précédent spectacle ensemble, un autre texte de Jean-Claude Briseville qui s'appelle L'entretien de René Descartes avec Pascal Lejeune, avec Blaise Pascal, donc les 2 philosophes du XVIIe. Et il s'est passé une chose étrange. Nous ne jouons pas que du Briseville, mais en l'occurrence... Oui, là, c'était 2 duos que nous avons
créé, enfin ou mené ensemble. Et Daniel avait eu l'occasion de jouer le rôle de Blaise Pascal par le passé. Et avec Henri Virlogeux. Avec Henri Virlogeux, voilà. Et je lui proposais cette fois, voilà, il était plus Pascal, mais il devenait Descartes, et je lui proposais de refaire ce spectacle. Ce qui est une façon très très gentille et très douce de dire que j'avais vieilli. Voilà. Et c'est vrai qu'il a accepté. On l'a joué presque 400 fois maintenant, depuis une quinzaine d'années. On le joue de temps en temps. On aime toujours beaucoup jouer ce spectacle qui est aussi magnifiquement écrit que Le Souper. Un peu plus 17e-iste, forcément, mais voilà, la manière est une très très belle langue, évidemment, et un propos formidable. Et les premières représentations, j'étais impressionné, si j'ose dire. Je connais bien mon père, parce que je le connais de fait, mais sur le plateau, j'ai joué à 12 reprises sous sa direction, et dans des rôles assez importants, tels que Le Prince de Hombourg, de Kleist, ou Hamlet, de William Shakespeare, donc dans des propositions conséquentes, fortes, solides, et donc, on se connaît très bien. Mais être avec lui sur le plateau, c'est quand même différent. J'avais en face de moi le patriarche, celui qui m'a beaucoup appris, celui avec qui j'ai vécu tant de choses depuis que je suis tout petit. Donc, pour le coup, pour les premières représentations, j'étais un peu impressionné. Je ne dirais pas que je le suis de moins en moins, mais je me suis sinon habitué. En tout cas, je me suis fait à l'idée que mon père était face à moi. Et entre Le Souper et le Descartes, on a joué quasiment 500 fois ensemble, face à face, si j'ose dire. Et maintenant, il y a quelque chose d'un petit peu plus habituel Oui. Pardon ? Oui. Alors, on joue de temps en temps les spectacles. Nous sommes un vieux couple. Voilà. C'est joli. Mais effectivement, c'est un grand bonheur que d'être à ses côtés. Et évidemment, il y a bien sûr une immense complicité qui nous rapproche. Mais comme le disait Daniel, sur le plateau... à 80%, je vois un autre comédien, je vois un partenaire de jeu, un complice avec qui je fais du spectacle vivant, de l'art dramatique, et de temps en temps, dans le regard, dans un moment de silence, dans un petit bout de rictus, je me souviens que c'est mon père qui est en face de moi. Le spectacle, comment il est né? C'est parti de qui? De vous deux? Parce qu'on voit mise en scène Daniel et William Mesguich, ou William et Daniel Mesguich, mais c'est parti de quelle idée? Qui a déclenché l'autre? C'est William qui a déclenché. William avait envie de jouer ça, enfin que nous jouions tous les deux ce texte. Et c'est lui le chef, donc j'ai dit oui. Et quant au fait que nous signions à deux la mise en scène, d'abord la mise en scène, vous l'avez vu, est très modeste. Enfin, il y a des mises en scène, le spectacle dont tu faisais la publicité tout à l'heure, La mort d'Agrippine, est une véritable mise en scène. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des enjeux, des présupposés, c'est une mise en scène philosophique, politique, esthétique, enfin voilà. Il y a un désir de dire où on en est de l'art du théâtre, d'aller en avant dans l'art du théâtre, etc. Là, non. Là, c'est une chose qui est modeste, qui reste autour d'une conversation qu'il y a eu. C'est l'art de la conversation. Voilà, c'est entre deux personnes, autour d'une table, même s'il y a 3 déplacements, mais c'est autour d'une table. Donc la mise en scène est un grand mot. Et puis d'autre part, le texte est assez univoque, c'est-à-dire que quand il y a une phrase qui est écrite, on a compris le sens de cette phrase, et il faut jouer le mieux possible le sens de cette phrase. Mais il n'y a pas à chercher ce qui devrait se faire normalement dans toutes les mises en scène dignes de ce nom, c'est-à-dire à chercher un environnement qui relativise le sens premier, dénoté, paresseux, si j'ose dire, celui qui saute aux yeux d'une phrase, pour aller chercher ailleurs, pour avoir des oreilles qui vont chercher loin, derrière les phrases. Bref, donc c'est une chose plus modeste que ce qu'on appelle mise en scène. Et d'autre part, nous sommes tous deux metteurs en scène. William a fait des spectacles très élaborés, très très savants, très compliqués, moi aussi je crois. Et donc, qui allait être le metteur en scène? Mais personne. Pour une mise en scène aussi modeste, alors qu'il y a 2 metteurs en scène sur le plateau, on dit, mise en scène, c'est nous, quoi. Et alors, de temps en temps, on s'est dit, ça serait bien que là, tu te serves à boire, oui, pourquoi pas. Et puis là, ça serait bien que tu te lèves à ce moment-là. Ah oui, c'est pas mal. Enfin voilà. Mais ça n'est pas au sens fort du mot mise en scène. On s'est quand même dit des petites choses sur le texte, vous l'imaginez. Et effectivement, des silences. On dit parfois au théâtre, vous le savez peut-être, coller à la réplique, donc de toute façon enchaîner 2 répliques de manière extrêmement vive, rapide, fulgurante, pour faire advenir quelque chose qui aurait à voir avec le rythme, avec la prosodie, et de faire jouer la langue autant qu'on peut,
dans une opposition entre les deux protagonistes. Talleyrand, il ne s'agit pas de coller à l'histoire, mais Talleyrand avait une personnalité particulière, évidemment. Il était issu de l'aristocratie, en tout cas il avait une position très élevée dans la société et une manière de parler, une manière de se comporter que n'avait pas du tout Joseph Fouché, qui était plutôt plus près du peuple au départ et qui vient de, si j'ose dire, de très loin et qui a fini par arriver au plus haut, mais effectivement pas la même manière pas le même phrasé, pas la même manière de regarder, de se comporter, de manger éventuellement. On s'est évidemment dit des choses sur un texte qui, comme le disait Daniel, a beaucoup à voir est premier, si j'ose dire, dans ce spectacle. Un peu comme dans le Pascal et Descartes. Pardon, William. Est-ce que ce que dit Briseville est très très proche de l'histoire, avec un grand H, où il prend beaucoup de liberté? C'est assez proche. Je ne suis pas assez historien pour affirmer de manière péremptoire quoi que ce soit, mais le peu que je sais de Talleyrand et de Fouché, j'ai lu des choses sur Talleyrand, j'ai feuilleté ses mémoires, qui sont énormes. Il y a 15 tomes, enfin c'est énorme. Ou bien les mémoires de Fouché que nous avons lus tous les deux, comme ça pour le plaisir d'ailleurs. Hein, c'est pas ce qui nous fait jouer, c'est pas parce qu'on aura lu les mémoires qu'on jouera autrement le texte, parce qu'après tout, avant tout, nous faisons du théâtre. Et les personnages, même s'ils ressemblent étrangement à des personnages qui ont existé, à des personnes qui ont existé, sont des personnages de théâtre et imaginaires. Moi, j'ai joué beaucoup de rôles historiques, par exemple, dans ma vie. J'ai joué, je sais pas quoi, Napoléon, Louis XIV, enfin, tout ce que vous voulez, plein de rôles. Mais chaque fois, j'avais l'impression de créer quelque chose. Bien sûr que ça ressemble à Napoléon quand on joue Napoléon, mais c'est pas si important que ça. Parce que le véritable Napoléon, comme vous le savez tous, ne disait pas ce texte-là par cœur, n'avait pas de projecteur en face de lui, une caméra, enfin, voilà. Donc, en fait, c'est une œuvre d'imagination, qu'on le veuille ou non, même si ça ressemble. Mais ce repas, ce dîner, est-ce qu'il a eu lieu, ce souper? En revanche, je crois que Briseville est resté très très proche de ce qui s'est passé historiquement. Ce souper n'a jamais existé en tant que tel, mais il a existé quand même. Là, si vous avez bien entendu le début du spectacle, on dit tout à l'heure chez Talleyrand, tout à l'heure chez Wellington, j'étais la seule personne vous étiez la seule personne avec qui j'aurais aimé parler, mais il nous avait séparés, croyant qu'on se haïssait. Et voilà pourquoi, sous-entendu, je vous invite maintenant ce soir chez moi à souper, le souper étant ce qui vient après le dîner, qui était chez Talleyrand. Donc il est minuit quand Fouché et Talleyrand se rencontrent chez Talleyrand, alors qu'il était, mettons, 7 ou 8 heures du soir, quand on mangeait chez Wellington. Mais ce n'est pas vrai. Il n'y a pas eu ce souper. Les deux hommes se sont parlé, ils se sont dit sans doute des choses très voisines de ce qu'on entend là, mais il n'y a pas eu une réunion après le dîner chez Talleyrand. Mais ils se sont dit à peu près les mêmes choses, simplement ils se les sont dites en cachette, dans un coin, dans un couloir, ou je ne sais quoi, pour se mettre d'accord sur le fait que l'ancien jacobin devenait royaliste en quelques heures. Est-ce qu'il y a une deuxième question venant du collège? Voilà, en français, hein. D'autre part, il ne faut pas être intimidé par la langue française. N'êtes-vous pas lassé d'avoir joué plusieurs fois le souper? Alors, est-ce qu'un acteur se lasse à jouer 500 fois c'est ça un peu la question. Moins qu'une secrétaire de direction qui vient plus de 500 fois dans son bureau. Hein. Non, enfin, si ça se passe bien et si on est heureux d'être ensemble et de transmettre et de partager, ce qui est le cas pour tous les deux, je crois, eh bien, on prend du plaisir. C'est un vrai bonheur que de jouer parce que c'est notre passion, c'est notre métier. On aime ça, donc on aime jouer, on aime être sur les planches. Et encore une fois, c'est un texte assez raffiné que nous aimons interpréter. Donc, non, on ne se lasse pas. Si on le jouait 800 fois d'affilée pendant plusieurs années... Et encore, parce que... Oui, peut-être, bien sûr, la lassitude peut venir chez n'importe qui et n'importe quand. Mais même au bout de 3 fois, on pourrait se lasser. Mais je crois que... toujours au théâtre, j'enfonce une porte ouverte, c'est sans doute une banalité de dire ça. Beaucoup d'acteurs diraient ce que je vais dire. Mais je crois que c'est jamais la même chose. Vraiment, ce n'est jamais la même chose. Parce que on n'a pas mangé la même chose à midi, parce que c'est pas le même public, c'est pas les mêmes réactions. Si tel jour il y a un monsieur qui tousse de manière très bruyante d'un côté dans la salle, ou un portable qui sonne à un autre moment, etc. C'est pas au même moment que le portable aura sonné ou que le monsieur aura toussé. Et tout ça. Parce que l'acteur entend tout. Et tout ça fait que c'est pas le même spectacle. On ne peut pas se lasser d'une seule fois.
Or, c'est chaque fois une seule fois. Chaque représentation est la première que nous aurons jamais donnée, ou alors, mieux encore, la dernière que nous donnerons jamais. Et donc, c'est toujours une chose différente. Tu disais dans un dossier de presse, ou peut-être c'est William, c'est un face-à-face à l'intelligence sensuelle. Et tu as enchaîné en disant « et insistante comme un parfum ». Alors, c'était moi. Oui. Et alors Pouvez-vous développer? Un face-à-face à l'intelligence sensuelle. C'est joli. Mais sensuel, il faudrait revenir à la langue. Je vais t'amener là. Vous savez, il y a deux façons d'imaginer la langue française, enfin la langue en général, les langues. Une façon qui est scientifique, mettons linguistique. Depuis Ferdinand de Saussure, fondateur, si j'ose dire, de la linguistique moderne, jusqu'à aujourd'hui, il y aura des linguistes pour vous dire que la langue, les mots, les signes sont arbitraires. Nous appelons cette chose que j'ai entre les mains micro et non pas chaussure. Mais si, depuis le début, on avait appelé ça une chaussure et ça un micro, les gens diraient chaussure et micro et il n'y aurait aucun problème. C'est arbitraire, ça ne correspond pas à la chose. Mais il y avait dans l'Antiquité un contemporain de Socrate qui s'appelait Cratyle. Et Cratyle, lui, il prétendait que le mot était accroché à la chose, que c'était le son qui, en quelque sorte, était obligatoire pour la chose qu'il désignait. Évidemment, c'est faux. Sinon, le mot bras en français serait juste. S'il était juste, ce mot, alors le mot arm en anglais serait faux. Or non, on dit arme, on dit bras, c'est arbitraire. C'est Saussure qui a raison. Ce n'est pas Cratyle. Pourtant, Cratyle a forcément un peu raison, bien qu'il ait tort, parce que s'il avait absolument tort, il n'y aurait pas de poésie. Ça n'existerait pas. Il n'y aurait qu'une communication, mais il n'y aurait pas de poésie. La poésie, c'est d'imaginer que le mot beurre est gras, que le mot bronze est lourd, que le mot sec n'est pas humide, etc., etc. Et donc, au bout d'un moment, les mots eux-mêmes, les sons, les assonances. Prenez une phrase du texte. Maintenant que le danger corse est conjuré, nous pouvons l'emprunter sans courir aucun risque. Il y a 5 C, il y a 5 fois que. C'est une allitération, comme on dit. Eh bien, c'est un bonheur, c'est un plaisir sensuel. Il y a une sensualité à goûter, à laisser fondre les mots dans la bouche, à goûter la saveur, en quelque sorte, de la langue. Et donc là, il n'y a plus d'arbitraire qui tienne, c'est plus de la communication, c'est du plaisir pur, presque sexuel. Sensuel. Sensuel, voilà. Et donc, cette intelligence, car il y a de l'intelligence là-dedans, ils sont malins comme des singes, ils slaloment à l'intérieur des nuances comme c'est pas permis, mais d'autre part, il y a une sensualité, oui, donc c'est une intelligence sensuelle. Et oui. Alors au parfum, j'insiste, insistante comme un parfum. Je crois qu'il n'y a pas de moment dans le théâtre qui naissent de rien et qui partent dans rien. Il y a toujours un passé, toujours littéralement une culture, c'est-à-dire que c'est le résultat de quelque chose. Je vais le dire autrement, chaque moment du théâtre est imprégné, imbibé du moment qui précède, et déjà il est imbibé, si j'ose dire, du moment qui va suivre, même si le moment n'est pas encore venu par définition. Autrement dit, chaque chose, c'est ça que j'appelle l'insistance, chaque chose n'est que la transformation, la métamorphose lente, subtile et parfois inattrapable d'une seule grande chose. Au fond, le théâtre ne dit qu'une seule chose depuis l'aube des temps. Quelle est-elle? Je n'en sais rien. Mais il dit cette chose, il la dit avec insistance, et elle se déploie, elle est miroitante, elle est chatoyante, sans arrêt, et ça donne telle pièce, ou telle autre, ou telle autre, ou telle autre. Mais le fond du théâtre, je crois, il dit sans cesse cette phrase indépassable, bien que vide, de notre ami William Shakespeare, « Être ou ne pas être, telle est la question ». C'est ça que dit le théâtre sans cesse. Alors, vous allez dire, quel rapport y a-t-il avec la conversation entre Chateaubriand, Talleyrand. Ça, c'est demain. Oui, mais non, je pense que j'ai fait un lapsus parce que Chateaubriand parle de cette rencontre. Et il appelle ça le vice au bras du crime. Le crime dans les bras du vice, ou je ne sais pas. Pardon? Au bras du vice, oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Parce qu'il les a vus arriver dans l'antichambre de Louis XVIII.
Oui, alors donc il n'y a pas a priori de rapport entre être ou ne pas être et puis ça. Mais le fond des choses, c'est ça. Car vous savez, vous avez vu Talleyrand et vous avez vu Fouché ce soir. Et non, il n'y avait absolument pas Talleyrand, il n'y avait absolument pas Fouché. C'était du non-être que vous avez vu. C'était du spectre, vous voyez. Monsieur, vous voulez poser une question tout à l'heure. Attendez, le micro va arriver. Comme c'est filmé, il faut qu'on entende votre question, s'il vous plaît. Comme c'est filmé, il faut attendre la voix. Ah, c'est le paradoxe. Oui, parce qu'il faut qu'on entende votre question. Oui, je voulais dire que, pour répondre, sur la question de la lassitude, je vous dirais que j'ai vu au moins 2 ou 3 fois le film et 3 fois en représentation cette pièce remarquable sur le plan du texte. C'est du français classique dans une langue remarquable et vous avez une diction qui est si magnifique qu'il fait passer ce texte. Et moi, depuis 25 ans que cette pièce existe, à chaque fois, ce texte reprend une nouvelle actualité. C'est pour ça que je n'ai pas de lassitude à le voir. Dans le contexte d'aujourd'hui, d'il y a 10 ans, d'il y a 15 ans, la réaction du public était un peu différente, mais c'est un texte qui est un grand classique maintenant, et je lui trouve une richesse extraordinaire que vous enrichissez par votre diction remarquable. Votre question. Merci. Alors, deuxième question, je reviens à Chateaubriand. Je m'attendais, alors je vais parler en français, je m'attendais à ce que, à la fin de cette représentation, pendant que vous mouchiez les bougies, l'on entendit justement cette citation de Chateaubriand. Mais peut-être que ça fait un peu trop film, un peu trop gadget, et que cela sort d'une mise en scène classique. Daniel ou William? Nous aurions pu le faire, hein, mais en l'occurrence, nous sommes restés fidèles à la lettre de Briseville. Mais nous aurions très bien pu le faire, oui. Mais si nous l'avions fait, c'eût été, pour parler alors comme eux, si nous l'avions fait, c'eût été pour, pour expliquer. Et peut-être même simplement pour montrer un peu de culture ou de... Vous voyez, je pense que non, je crois que ça n'aurait pas été... Ça n'aurait pas, à mon avis, été une très bonne idée. Autant que ceux qui le savent le sachent, et ceux qui ne le savent pas ne le sachent pas, et puis voilà, c'est comme ça. Mais je crois que ce n'est pas au théâtre à remplacer l'éducation nationale. En revanche, je crois que... Je dis ça maintenant qu'ils sont partis. Non, mais je le dis avec toute la bienveillance du monde. Mais je ne crois pas que le théâtre soit fait pour enseigner quelque chose. Là, on serait proche de l'enseignement. Je crois que le théâtre est fait pour transmettre, c'est vrai, comme l'école, on transmet aussi, bien sûr. Mais transmettre n'est pas vraiment enseigner. Transmettre, ça veut dire simplement être courroie de transmission, c'est le cas de le dire, passage d'une chose à une autre, vous voyez, vers d'autres. Et même de manière très difficilement tenable, c'est-à-dire que préhensible, c'est-à-dire que c'est indirect, c'est comme une boule de billard, vous voyez, si vous tapez directement, vous avez toutes les chances de rater le point. Il faut taper sur la bande, comme on dit, sur les côtés pour revenir, et finalement toucher la boule qui va rentrer dans le trou. Et bien, je pense que le théâtre, ça marche un peu comme ça. C'est-à-dire qu'on lance des choses, et puis elle tape sur quelqu'un qui va rebondir sur l'autre, et au bout d'un moment, il se sera passé quelque chose, il se sera transmis quelque chose. Là, j'ai l'impression que ce serait du direct. On dirait aux gens directement, comme si on jouait directement sur la boule, on dirait aux gens directement, vous savez, Chateaubriand a écrit ça. Je crois que ça oui, cette pièce, elle n'est pas pédagogique, elle est théâtrale. C'est encore plus rapidement dit. Pardon, et le théâtre ne doit pas être pédagogique, il doit être, comme tu dis, transmetteur. Alors, ce qui est formidable, ce qu'ils ont fait, parce que moi j'ai vu le travail qu'ils ont fait au collège, c'est qu'en fait, ils n'ont pas été pédagogiques. Ils ont rêvé autour de l'éloquence, et ils travaillent encore, et autour de la pièce, et ils travaillent sur la langue française. Et c'est en cela que le boulot qu'ils font, et je tiens à le signaler, puisqu'ils sont là toute l'année avec nous, est remarquable. William, une dernière question, parce que je sais que vous devez partir. Faites attention alors à votre programmation. Oui. Si vous ne voulez pas abîmer ce qu'ils apprennent à l'école. Hervé comment dire, fait tout pour. Une dernière question, parce que vous devez partir aussi. Fouché, on sait que c'est un personnage qui vient du peuple, donc son père était poissonnier, si j'ai bien compris. Marin. Pêcheur. Voilà. Est-ce qu'il n'est pas très très impressionné de se retrouver tout d'un coup face à face à une énorme
star qui est Talleyrand. Il a tenu tête, Joseph Fouché, si on lit un peu la biographie de Zweig, qui est absolument remarquable, que je vous invite à découvrir. On découvre des choses invraisemblables, extraordinaires de cet homme qui part de nulle part et qui s'est maintenu au pouvoir alors que les régimes se sont succédés. Et il a quand même tenu tête à Napoléon, à Robespierre, et ainsi qu'à Talleyrand. Il a même été donc jusqu'à accompagner un petit temps, mais quand même, Louis XVIII, alors qu'il avait quand même voté la mort de son frère. Enfin, c'est fou comment il a pu se faufiler comme ça dans les méandres de l'histoire pour à chaque fois rejaillir. Il est mort misérablement. Il est mort relativement misérable. Enfin, alors qu'il était l'homme le plus riche de France, est-ce que tu dis ? De France, mais il a été petit à petit écarté parce que les pouvoirs successifs n'en pouvaient plus de voir revenir Fouché comme un diable sortant de sa boîte, mais il était extraordinaire. Je ne crois pas qu'il soit impressionné par... Enfin, au contraire, avec Talleyrand et Napoléon d'ailleurs, c'était à couteau tiré en permanence à celui qui ferait chuter l'autre. Et un temps, Fouché a même dirigé la France, littéralement, à la place de Napoléon, un petit temps, mais quand même, il a été... Puis les Anglais l'ont un peu écarté. Voilà, en tout cas, historiquement, c'était un personnage extraordinaire, un peu méconnu, enfin, vous le connaissez, Joseph Fouché, enfin, on connaît à peu près, mais... Oui, par rapport à Talleyrand, on le connaît un peu moins. Un peu moins. Or, il s'est maintenu au pouvoir quasiment 35 ans, et il a traversé tous les régimes en renaissant à chaque fois de ses cendres, et en continuant à exercer des très hautes fonctions, même quand il a été mis au banc à plusieurs reprises. Il s'est mis un petit peu dans l'ombre pendant 2-3 ans, au moins à 3 reprises dans cette période, en 40 ans, et à chaque fois, il est réapparu comme une sorte d'ovni de son temps pour exercer des fonctions extrêmement importantes et encore une fois tenir tête au plus grand de ce temps-là. Napoléon, c'était à couteau tiré, il s'adorait autant qu'il se haïssait et Fouché a tout fait pour faire d'une certaine manière aussi chuter Napoléon. On ne le sait pas forcément. Bien sûr, à un moment donné, Napoléon n'en pouvait plus de Fouché, qui était toujours dans ses pattes et qui exerçait une influence énormissime au sein du pouvoir. Ouais. Daniel ? Oui, mais je venais de dire, Pierre-Olivier, que c'était pas Fouché et pas Talleyrand. Oui, je sais. Nous jouions. Mais j'avais envie de repartir de l'histoire. Maintenant de dire oui, il était impressionné ou bien non, il n'était pas impressionné. Bien entendu. Mais dans l'histoire, en tout cas aussi. En tout cas, dans l'histoire, je ne sais pas, parce que je n'y étais pas. Et sur la scène où j'étais, non, parce que, encore une fois, peut-être qu'en répétant, nous aurions pu dire, et là, il serait impressionné. Oui, d'accord. Mais on aurait pu ne pas le dire aussi. Vous voyez, encore une fois, c'est une liberté de... Pas simplement une fantaisie, c'est pas au hasard. Mais c'est une liberté d'invention, de création, d'imagination. Au fond, qu'est-ce que nous avons ? Nous avons un livre où il y a des dialogues. Comment décide-t-on de déployer ces dialogues dans des corps, dans des consciences, sur une scène, au milieu de lumière, avec des costumes et tout ça ? Mais c'est un déploiement de dialogues, ce ne sont pas des personnes. La différence entre une personne et un personnage est énorme. Je sais que très souvent, les spectateurs se trompent et croient voir des personnes quand il n'y a que des personnages. La différence, si vous voulez, c'est qu'une personne, elle a ses papiers d'identité dans la poche. Enfin, je pense que chacun de vous a des papiers. Un personnage, non, il n'y a jamais eu de papier d'identité pour un personnage, vous savez. Une personne a une montre, il sait l'heure qu'il est. Un personnage, on fait ce qu'on veut, vous voyez, c'est à un moment de l'éternité, etc., etc. Un personnage, c'est comme des lignes de fuite, c'est comme des croisements de forces, de pensée, de langue, de désir, enfin... Une personne, c'est vraiment quelqu'un. Un personnage ne peut pas mourir. Demain, nous pouvons jouer encore, alors que tel soir, il est mort sur la scène. C'est comme les enfants. Une personne peut mourir. Vous voyez, donc ça n'a rien à voir, un personnage et une personne. Un personnage, c'est un halo. C'est une chose nimbée, comme ça, d'étranges relents de nous-mêmes. C'est-à-dire que chacun de nous, dans la salle, est Talleyrand, est Fouché, est Hamlet, est Médée, est Agrippine, puisque nous jouons Agrippine en ce moment. Voilà. Et chacun de nous est ça. Et regardez ce que c'est que le théâtre. Vous venez tous en groupe, enfin nombreux, on éteint sur vous, sur la personne que vous êtes, pour que vous puissiez voir en pleine lumière ce versant de vous, cette part de vous, que vous ne connaissez pas de vous. La part Talleyrand de vous, vous ne la connaissiez pas, vous l'avez vue pendant 1h15. La part Fouché de vous, vous ne la connaissiez pas, vous la voyez pendant 1h15. Mais maintenant, dire que l'un va être impressionné par l'autre, c'est presque un non-sens, enfin, tu vois. Mais je crois qu'on peut... Il y a peut-être une dernière question dans la salle ? Oui, pardon. Excusez-moi, oui, je suis... Tout à l'heure, vous disiez c'est du théâtre purement, c'est pas de l'histoire, mais moi, je suis un petit peu sous le charme
des pièces à deux personnages. Bon, un monologue peut être aussi, c'est pas une comédie ni une tragédie, c'est intellectuellement jubilatoire à deux. Je trouve que c'est un petit peu spécial, les scènes un peu comme dans, c'est Paris brûle-t-il, où les face-à-face ont quelque chose de... Vous ne trouvez pas un peu jubilatoire, un peu, c'est un jeu spécial. C'est la joute. Oui, voilà. Et votre question? Est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu plus, c'est un autre genre que la comédie ou la tragédie, qui a quelque chose de très jubilatoire pour vous aussi, sans doute, peut-être? Le face-à-face, alors. Non, le face-à-face, il est peut-être plus proche de ce que les gens connaissent, parce qu'il y en a à la télé. Le face-à-face, c'est vu à la télé, donc ça rassure. Mais alors que la tragédie, la mort d'Agrippine, par exemple, dont nous parlions tout à l'heure, je vous assure, au théâtre de Jazet, je vous assure qu'elle passe pas à la télé. Donc c'est évidemment... Alors est-ce que c'est plus jubilatoire? Non. Demandez aux acteurs qui jouent en ce moment la mort d'Agrippine, ils jubilent. Et les spectateurs qui viennent, ils jubilent. Vous allez jubiler 2 fois, là. Je vais vous donner 2 informations. Il faut lire le livre de Daniel Mesguich. Il ne m'a rien demandé. Hein. Il s'appelle Estuaire. C'est une réflexion absolument remarquable sur une vie de théâtre, sur tout ton parcours, sur ta pensée théâtrale. C'est accessible à tous. C'est chez Gallimard, je crois. Et c'est vraiment un magnifique voyage au pays du théâtre. Et puis un deuxième voyage, c'est ici. Ça se passe le 18 avril. Ça s'appelle La Dama Boba. C'est une pièce de Lope de Vega qui est absolument géniale. Ça fait beaucoup penser aux Femmes savantes de Molière, mais avec du Shakespeare en plus. C'est-à-dire un Molière qui aurait avalé du Shakespeare. Et ça donne Lope de Vega. C'est très jubilatoire. Puisque vous employez ce mot-là, c'est Justine Hellman qui était venue avec Les Petites Reines il y a, je crois, 1 ou 2 ans et qui a mis en scène cette très très belle pièce qui est méconnue en France. Donc venez le 18 avril voir La Dama Boba. Ce sera suivi après d'un débat, d'une rencontre de l'atelier avec Justine et un spécialiste de ce qu'on appelait le siècle d'or en Espagne. Est-ce qu'il y aura une petite phrase, j'ai horreur des conclusions, mais une petite pensée qui vous vient comme ça, William et Daniel, avant d'aller prendre le Uber? Non. Je crois qu'on était ravis d'être là, on a été très bien accueillis. Et tout en camon dans tout ça. Non, on a été ravis d'être là. Et on a été ravis d'être là, et je connais Hervé depuis quelques temps, bien sûr. Pierre-Olivier, voilà, on a été très bien accueillis. Et puis, c'est toujours un bonheur que d'être sur les planches, de brûler les planches. Donc, pas de pensée particulière, juste la joie d'avoir partagé avec vous ce moment-là. Oui, monsieur, une dernière chose. Oui, dites-moi. Ah, vous squattez. J'ai dit que c'était la dernière question. Ce sera pour conclure. On voulait faire la conclusion. Concluez à notre place. Alors, allons-y, venez. Venez. Il y a un micro? Non, mais dites-là, on va vous dire là. Voilà, vous voulez... Je vous donne mon micro. J'ai eu le plaisir d'assister à la pièce de théâtre en 1989 au Théâtre Montparnasse avec Claude Richoui. Dans de Fouché et Claude Brasseur, me semble-t-il, dans l'autre Talleyrand. Le contraire. Ou le contraire, excusez-moi, je ne me l'attendais pas. Et je dois vous dire une chose, c'est que j'ai vécu un moment exceptionnel, parce qu'il est intense, aussi bien les silences. On dit Mozart, c'est du silence. Vous parlez de ce soir? Oui, de ce soir. Et ce que je voulais dire, c'est j'espère que vous jouerez la pièce Descartes et Pascal. Si monsieur me dit qu'à faut voir avec Hervé, hein, il est où parce Hervé, que là-bas. Ce sera un régal et ce sera vraiment du caviar. Et merci beaucoup parce que c'est un théâtre extraordinaire. Merci beaucoup. Merci à vous. Donc, voilà. Daniel, un dernier petit mot? Vive le théâtre? Oui, vive le théâtre, merci monsieur. Vive le théâtre. Moi, je suis toujours fasciné, bien que je fasse du théâtre, par le fait que les gens aillent au théâtre. Je trouve ça formidable. Vous vous rendez compte que vous ratez un match, sûrement, là, ce soir? Vous vous rendez compte que vous ratez un film, sûrement, à la télé, ce soir? Mais voilà, mais bien sûr. Et je trouve merveilleux que vous soyez là, tout simplement. Merci. Merci à vous. Au 18 avril. Au 18 avril, merci et vive le théâtre.